Alors, comme son titre donc l'indique, cet essai peut être lu comme une espèce de repositionnement, je dirais, par rapport à un fait historique que personnellement je considère parmi les plus importants dans l'histoire urbaine et architecturale moderne de la ville de Tunis, à savoir la tentative de percement du noyau historique, la Médina, pour y prolonger l'actuelle avenue Habib Bourguiba. Donc l'article se veut en quelque sorte une espèce de compréhension, je dirais, des motifs, qu'ils soient apparents ou dissimulés, qui ont contrôlé les prises de décision au lendemain de l'indépendance du pays en 1956 concernant l'aménagement de la capitale et la promotion de son centre-ville. Ben, ce dernier souffrait en effet de plusieurs pathologies urbaines, euh, qui étaient communes, je dirais, à toutes les capitales qui sont nées autour d'un noyau historique et pour qui le tracé vernaculaire de ces noyaux-là est devenu en quelque sorte un tracé inadapté aux principes de l'urbanisme moderne. Et du coup, on doit leur infliger toute une stratégie d'hygiénisation, disons, de transformation, hein, dont l'objectif, bien entendu, était l'amélioration des conditions de vie et aussi le fait d'y faire entrer l'automobile et d'améliorer la circulation mécanique là-dedans. Euh, et si ce que je présente actuellement, c'est Osman Pacha. Parce que quand on commence à parler je pense que quand on commence à parler des percées urbaines et de la notion d'hygiène, on peut pas omettre, ou plutôt on peut pas échapper à l'évocation de l'œuvre de Haussmann à Paris. Et dans l'œuvre, bien entendu, a été parfois bien vu comme étant une restructuration de Paris, mais est aussi mal vu par certains auteurs, hein, qui ont trouvé dans les travaux de Haussmann une espèce d'introduction d'un urbanisme policier dont l'objectif était de contrôler les foules, de créer une certaine ségrégation dans l'espace urbain et de transformer la ville au profit d'une strate sociale bien définie. J'aimerais bien noter aussi que la notion d'hygiène et la modernité entretenaient un rapport généalogique étroit que les décideurs en matière d'urbanisme considéraient comme un indicateur du degré de réussite de leur programme modernisateur des ensembles historiques. Et notons aussi que ces décideurs ne sont pas forcément des professionnels de l'espace, c'est-à-dire comme des architectes, des urbanistes, des paysagistes, que sais-je, mais plutôt des personnalités politiques, pour qui le paysage de la capitale euh, devrait essentiellement être à l'image de leur politique, de leur gouvernance, de leurs aspirations, et devrait être aussi le reflet de la réussite dans la modernisation de leur pays, ou plutôt de leur capitale, ou de leur société en quelque sorte. Et c'est là où je pourrais lier plutôt la notion d'hygiène à la politique, et pour encore s'approcher de ce terme que j'ai utilisé au niveau de mon article, de la biopolitique, de ce néologisme, hein, qui a été mis par Michel Foucault aux alentours des 1978, dont la naissance de la biopolitique, et qui, si je le définirais, je dirais tout simplement, c'est une façon, disons, de gouverner par des astuces plutôt souples, hein, telles que, par exemple, le contrôle des natalités, l'implantation, plutôt l'introduction de certains dispositifs d'hygiène, etc. Donc, bref, la biopolitique, c'est une espèce de contrôle des individus à travers des procédures souples, telles que, par exemple, les natalités, les assurances, etc. J'en profite aussi pour dire aussi que la lecture qu'on donne à cet événement, c'est-à-dire le percement de la Médina, c'est une lecture qui s'approche un tout petit peu de la méthode de Michel Foucault, c'est-à-dire une espèce de lecture entre les lignes qui se base bien entendu sur l'histoire en tant que récit, mais aussi sur une lecture de ce qui n'a
n'a pas été dit dans cette histoire. Et ce qui n'a pas été dit dans cette histoire, c'est forcément, bien entendu, ce qui a été partagé, en quelque sorte, dans certaines correspondances, dans certaines mémoires, dans certains récits qui n'ont pas été publiés ou qui restent un tout petit peu, je dirais, cachés dans les archives. Donc, cette lecture-là essaie quand même disons, de ramener un tout petit peu certains motifs les motifs plutôt dissimulés qu'on trouve pas dans l'histoire générale, je dirais, et qui expliquent en quelque sorte la naissance de cette biopolitique. Quand on parle d'hygiène, quand on parle plutôt d'urbanisme moderne, on peut pas omettre, ou plutôt on peut pas, pour moi c'est l'hygiène et l'urbanisme et l'hygiène allaient de pair, et aussi la façon dont les procédures hygiéniques ont été toujours implémentées allait de pair aussi avec la naissance d'une police sanitaire, d'une police urbaine, qui, depuis le 19e siècle, même avant, je dirais, elle a une espèce de rayon d'action qui devient de plus en plus large et qui a tendance à façonner la ville, qui a tendance à contrôler l'espace, à donner une lecture plutôt contrôlée et autoritaire de l'espace. Alors, pour ce qui est de l'article, l'article se concentre en grande partie sur la première décennie de l'indépendance, à savoir de 1956 jusqu'à 1962, qui coïncide avec, disons, le projet de percement de la Médina de Tunis, sous la houlette du premier chef d'État tunisien, Habib Bourguiba. Néanmoins, pour la compréhension de cette première décennie, ou plutôt de cet acte-là, il a fallu retourner un tout petit peu dans le passé pour comprendre un tout petit peu d'où vient cette idée de percement de la Médina. Est-ce qu'elle avait un antécédent ou quoi? Pourquoi est-ce que... je l'avance dès maintenant que oui, la percée de la Médina, elle est beaucoup plus ancienne elle est beaucoup plus ancienne, et elle trouve ses origines dans des politiques urbaines des colonisateurs qui la voulaient essentiellement pour faire réussir en quelque sorte son projet de colonisation, mais qui n'a pas pu y aboutir pour plusieurs raisons, dont essentiellement les raisons économiques et sociales. Donc, ce retour vers le passé me permettrait en quelque sorte de se poser la question, pourquoi est-ce que lors de l'arrivée de l'indépendance plutôt et de Bourguiba au pouvoir, pourquoi on s'est acharné sur la réalisation de cette perspective, plutôt cette percée-là. Et bien entendu aussi, pour comprendre l'aspect biopolitique, je dirais, derrière cette percée-là, il a fallu regarder un peu plus loin, disons, les décennies qui succèdent à cet événement-là, pour comprendre en quelque sorte comment est-ce que la leçon qu'ils ont tirée de cet événement-là, comment est-ce qu'elle a été retenue. Est-ce qu'on a bien appris cette leçon-là, ou est-ce qu'on a essayé de la contourner autrement parce que tout simplement il y avait d'autres objectifs qui étaient dissimulés, etc. J'avancerai dès à présent que, pour le lecteur bien entendu, je dirais tout simplement que l'hygiène n'était qu'un prétexte en quelque sorte. Oui, c'est vrai, il y avait la volonté d'améliorer les conditions d'hygiène, mais au bout d'un certain moment, cette notion-là va s'éclipser en quelque sorte face à une quête de la souveraineté nationale et de la réappropriation des symboles de pouvoir qu'on va afficher bien entendu dans l'espace urbain, que ce soit à travers l'architecture ou à travers la toponymie ou plein d'autres dispositifs urbains. Voilà, donc le moment central de l'article, c'est le concours international pour le réaménagement de Tunis. En effet, cette histoire de la percée a été couronnée par l'organisation d'un concours international plutôt organisé par le secrétariat général le STPH et l'Union internationale des architectes. Et ce concours dans l'organisation et les propositions, etc., a duré presque 2 ans, a fini par octroyer
5 primes pour 5 projets non réalisables et qui ont essayé de montrer en quelque sorte 5 projets étrangers entre parenthèses, qui essaient de montrer en quelque sorte comment est-ce qu'on apercevait la Médina, quelles étaient les solutions plutôt qu'on pouvait donner à un tissu aussi particulier comme celui de la Médina de Tunis, et comment est-ce que la notion d'hygiène a été perçue là-dedans. Par exemple, ben voilà, le manque d'aération, plutôt, je dirais que ces architectes-là qui ont donné toutes plutôt ces propositions d'aménagement, hein, ignoraient en quelque sorte la particularité de cet urbanisme-là, l'urbanisme d'intimité, qui se caractérise en quelque sorte par ses propres dispositifs hygiéniques, qui se caractérise par sa capacité de respirer à travers ses maisons à patio, à travers sa typologie architecturale et ses modes constructifs. Donc, tout ça a été en quelque sorte mis de côté et il y a eu tout simplement une application, je dirais, bête et méchante des dispositifs, plutôt des idéologies urbaines de l'époque. Donc, les 5 propositions qui ont été sélectionnées par le jury, combinant en quelque sorte l'architecture, plutôt l'urbanisme culturaliste à l'urbanisme progressif, où on voit une volonté parfois de musifier la Médina et d'en faire un noyau intouchable, immuable, ou parfois aussi une espèce disons, de structure qu'il faut absolument démolir et mettre à sa place voilà, des structures totalement modernes. Le lecteur sera invité juste après ce moment du concours à disons une série de travaux qui ont marqué l'espace urbain de Tunis jusqu'à 1978 et comme je l'avais dit auparavant, qui montrent en quelque sorte si la leçon tirée de cet événement-là, le concours international, a été retenue ou pas. En effet, je dirais qu'elle n'a pas été aussi retenue parce qu'il y avait des percées qui ont été partiellement réalisées, qui étaient aussi inabouties et qui ont fini par être stoppées par manque de moyens, par manque d'études, par manque de structures, hein, qu'elles soient étatiques ou financières, permettant la réalisation de ce genre d'ouvrage. Donc, j'inviterai le lecteur à voir la série de ces transformations-là qui, au niveau de l'article, vont des transformations de l'espace à travers les percées ou encore les transformations toponymiques, les transformations des vocations des constructions, etc. Bon, finalement, l'article finit par une conclusion qui essaye, bien entendu, d'expliquer, ou plutôt de faire le retour sur les différentes, les 3 phases de l'article, et d'ouvrir une petite réflexion sur la notion d'espace public et ce que j'appellerais, moi, aussi l'instauration de la ville panoptique. En effet, ce que le lecteur remarquera au niveau de ce travail, c'est que la notion de Diane, qui a contrôlé la plupart, plutôt le discours des décideurs, à leur tête bien entendu le chef de l'État, c'est finalement éclipsé au d'un certain moment pour devenir tout simplement un prétexte. Un prétexte à une quête acharnée, je dirais, des autorités à se réapproprier les lieux historiques et les symboles de la souveraineté nationale. Et ceci a conduit en quelque sorte à une instauration plutôt je dirais à une disparition de l'espace public. Et si l'espace public, il faut l'entendre dans le sens que lui donne le philosophe allemand Jürgen Habermas, c'est-à-dire une plateforme de débat politique, dans le sens où l'espace public est devenu une espèce disons, il est venu extrêmement contrôlé, je dirais, que ce soit par la présence de la figure du leader, ou de la figure du président, ou du chef d'État, ou la figure du pouvoir, je dirais,
à un point, je dirais, de l'asphyxie même de cet espace-là. Donc voilà, c'est ça l'idée. L'article finit avec cette idée de la ville panoptique, qui trouve aussi son origine dans les écrits de Michel Foucault sur la surveillance et la punition de la société, et aussi qui lui aussi l'emprunte à Jeremy Bentham et la notion de la notion de panoptique comme prison, plutôt comme structure de contrôle excessif de l'espace.